Alors, avant tout, peut-être quelques mots sur votre parcours. Je crois que votre vocation d'écrivain est née très tôt, lorsque vous étiez enfant et déjà grande lectrice. Et c'est en 2007 qu'est paru votre premier roman, L'encre des rêves, aux éditions Robert Laffont. On suivit ensuite un recueil de nouvelles, un pas de côté avec un livre sur le rugby, et puis en 2015, La part des flammes, un roman historique, prenant et passionnant, qui nous plonge à la fin du 19e siècle, au cœur de l'incendie du bazar de la Charité. C'est un livre qui, je crois, a connu un assez long parcours jusqu'à la publication, vous nous le raconterez peut-être, mais grâce auquel un très grand nombre de lecteurs vous a découvert. Absolument. Et puis ensuite, vous vous êtes intéressé à la vie, ou peut-être plutôt aux 1000 vies du poète surréaliste Robert Desnos dans Légende d'un dormeur éveillé. Et aujourd'hui, nous allons donc parler ensemble de La femme révélée, qui est paru en janvier dernier aux éditions Grasset. Il nous mène du Paris des années 50 au Chicago de la fin des années 60, aux côtés d'une superbe héroïne. Alors d'elle, au début du livre, on ne connaît pas grand-chose. On sait juste qu'elle se prénommait Elisa, mais qu'il faut à présent l'appeler Violet Lee, qu'elle a un fils, qu'elle ne se déplace jamais sans son appareil photo et qu'elle fuit des États-Unis jusqu'en France. Alors, est-ce que, avant tout, vous pourriez nous raconter la naissance de ce roman et ce qui, pour vous, a été à l'origine de cette histoire d'une femme qui fuit? Alors, ce qui était à l'origine, pour moi, c'était justement l'idée de quelqu'un qui s'en va du jour au lendemain pour refaire sa vie ailleurs. Ça fait très très longtemps que ça me fascine et que je me pose des milliards de questions quand j'entends parler des évaporés du Japon voilà, et en particulier. Donc, ça fait des années en fait que je tournais autour de ce personnage. Jusqu'à ce que, alors c'était nourri par des petites choses. Par exemple, un jour, il y avait un fait divers américain. Il y avait une femme qui avait quitté sa famille du jour au lendemain et qu'on retrouvait, des années après, sa famille l'a retrouvée dans un autre État en Amérique. Elle était clochardisée et donc, en fait, l'article se contentait de dire qu'il l'avait retrouvée. Et moi, c'était bien trop insuffisant. J'aurais aimé savoir tout sur cette femme, pourquoi elle était partie déjà, comment ça s'était passé pour sa famille dans l'intervalle, comment ils avaient fait sans elle. Qu'est-ce qui lui était arrivé à elle pendant ce temps-là? Comment elle arrivait dans cet état de clochardisation? Et puis, la question que je me posais, c'était est-ce que ses enfants, est-ce que son mari vont lui pardonner? Est-ce que c'est même possible, en fait, de pardonner à quelqu'un qui est parti comme ça sans laisser d'adresse un beau jour, voilà. Donc toutes ces questions en fait m'ont donné envie de le traiter dans un roman. Et puis pendant longtemps j'ai buté sur un truc, c'est que je voulais que ce soit une femme qui parte et je voulais qu'elle laisse derrière elle son petit garçon, sachant que c'était un enfant qu'elle adorait. Donc à l'époque je ne savais pas si elle laissait un ou plusieurs enfants, ça ne change pas grand chose. Et, et je voulais traiter ça comme ça parce que les hommes, quand ils s'en vont, quand ils vont acheter des cigarettes, c'est devenu pratiquement un cliché. Et c'est pratiquement une non-histoire, tellement ça arrive. Et là, je voulais le traiter du point de vue des femmes à qui on pardonne beaucoup plus difficilement ça, si c'est pardonnable, je ne sais pas. Donc, et en même temps, le fait qu'elle laisse son enfant derrière elle était un obstacle entre elle et moi parce que je me disais, mais comment je peux raconter ça? J'ai moi dans ma vie une petite fille, enfin qui est une jeune fille maintenant, et, euh, et elle est tellement le centre de ma vie, presque, je dirais peut-être ma seule ancre sur la terre, j'ai l'impression. Donc, moi, j'ai toujours imaginé que si je devais m'enfuir du jour au lendemain, je la prendrais sous le bras. Voilà. Après, il y a aussi des tas de situations, finalement, enfin un certain nombre de situations où on est parfois obligé de laisser derrière soi un enfant alors qu'on l'adore et parfois même pour son bien. Donc, c'est arrivé à plein de gens dans l'histoire, ça arrive encore aujourd'hui. Voilà. Mais enfin, c'était très compliqué pour moi de faire ce chemin comme ça. Et puis ensuite, j'ai vu, il y a quelques années, quand c'est sorti au cinéma, le documentaire sur la photographe Viviane Maier, Looking for Viviane Maier. Et
là, je me suis dit, tiens, c'est intéressant. J'ai réuni dans ma tête cette femme que je n'arrivais pas encore à attraper, qui s'en allait, et Viviane Maier. Et je me disais, tiens, pourquoi est-ce que je ne ferais pas le roman finalement, pourquoi je ne réunirais pas les deux dans un roman? Et puis, j'ai vite renoncé à cette idée, parce que Viviane Maier est pleine de mystères, mais c'est surtout quelqu'un qui est inexorablement seul. Et là, pour le coup, on touche aux limites de ma liberté, parce que je me rends compte quand même au bout de 4 romans que j'ai tendance à y raconter toujours, au fond, la même histoire, et que tous mes personnages, tous mes héros ou héroïnes se réparent, quoi qu'ils traversent de difficile, à travers les liens qu'ils tissent avec les autres. Et donc, ça m'était très, très, très compliqué de me priver de ça, en fait, parce que ça m'est aussi naturel. C'est vraiment presque mon ADN d'auteur. Donc, du coup, j'ai délaissé ce personnage réel, mais j'ai gardé cette idée que oui, pourquoi pas en faire une photographe. Ça me permettait d'en faire une artiste et que ce ne soit pas mon art, que ce soit un pas de côté par rapport à mon travail. Et puis, j'ai fait quelques petits clins d'yeux à Maier, du coup, le fait que mon héroïne va garder des enfants. Bon, après, c'est le seul métier qu'elle peut faire, elle n'en a pas appris d'autres, mais bon, c'est aussi un clin d'œil. Je lui ai donné un Rolleiflex qui était aussi l'appareil photo de Maier. Et voilà, il y a quelques petits clins d'œil comme ça. Mais je m'en suis écartée. Et puis le dernier petit déclic, ça a été de me dire, depuis le début, j'imaginais une femme française qui partait aux États-Unis. Et tout à coup, j'ai imaginé, et si je renversais les choses et que j'en faisais une américaine qui arrive en France? Et ça a débloqué un truc, une dernière petite barrière peut-être mentale. Et à partir de là, j'ai senti que je commençais à pouvoir trouver le chemin vers ce personnage. Alors, Voilà un peu les étapes. oui, alors ce personnage, on pense en effet à Diane Mayer du fait de sa passion pour la photographie, qui devient un métier à un moment. Ce personnage, on le découvre dans un très court avant-propos qui nous raconte sa fuite et qui nous présente donc Elisa à la 3e personne. Et puis, dès le premier chapitre, c'est elle qui prend la parole. Elle utilise la première personne, donc le jeu. Alors, comment ça s'est imposé au moment de l'écriture et est-ce que ça crée instantanément une relation particulière au personnage pour vous? Alors moi, j'ai commencé par l'écrire à la 3e personne. J'avais imaginé au départ d'écrire tout le roman comme ça, puisque ça me permettait d'avoir éventuellement, si j'avais besoin, une multiplicité de points de vue. Et puis en fait, j'ai écrit comme ça, je ne sais pas, 4 chapitres, peut-être 5. Et ça ne collait pas tout à fait. Je n'arrivais pas tout à fait à attraper ce personnage encore. Bon, au début de mes livres, je ne connais pas bien mes personnages. Je les découvre en les écrivant. Mais bon, quand même, là, je sentais une distance un peu trop grande avec Violette. Finalement, je me suis dit, pourquoi pas essayer de partir de la première personne? Et ça a tout de suite fonctionné. Donc là, c'est devenu beaucoup plus évident. Alors après, ça a entraîné des contraintes différentes. La première, c'était que du coup, on saurait de son histoire que ce qu'elle savait de son histoire. Il n'y aurait que son point de vue subjectif. Sur tout ce qu'on apprendrait, ce serait ce qu'elle a pu savoir, deviner, et on ne sait pas tout, et parfois on devine faux. Enfin, donc il y avait une marge de subjectivité en bien et en mal, quoi. Et puis ensuite, je me suis dit que c'était intéressant en même temps de présenter l'histoire comme ça, avec cette marge d'erreur qu'elle a pu faire, avec cette marge d'aveuglement aussi qui peut être le sien, et de lucidité. En fait, on est toujours entre les deux. Dans toutes les sources d'inspiration que j'ai eues pour ce livre, il y en a eu plein en fait. Il y en a une qui n'est pas forcément évidente, qui était le film Rosemary's Baby. Alors même si il n'y a pas du tout de diable dans cette histoire, en tout cas pas d'intervention du diable, mais il y avait, comme dans Rosemary's Baby, quelque chose un attachement subjectif au personnage. Ce personnage de Rosemary dans le film,
on ne sait pas si elle voit clair ou si elle devient progressivement folle finalement. Et si elle invente des choses, si elle s'imagine que ses voisins sont des satanistes, est-ce qu'elle a raison ou pas, voilà. Et en même temps, on se pose cette question-là, et puis au bout d'un moment, elle est caduque, cette question. Parce que de toute façon, qu'elle soit folle ou lucide, on est avec elle pour le meilleur et pour le pire. Il y a cette espèce d'attachement à ce personnage et on va la suivre au bout de son destin. Donc là, en fait, je trouvais ça intéressant d'essayer d'arriver à la même chose avec Violette. Et puis que finalement, je me suis dit très vite que j'avais envie qu'on découvre progressivement, comme une sorte de millefeuille, pourquoi elle était partie. Et surtout, pourquoi elle avait laissé son petit garçon, ce qui est encore autre chose. Et j'avais envie vraiment de voir si le lecteur allait s'attacher à elle bien avant de savoir, et alors même qu'il va certainement retenir contre elle le fait qu'elle a laissé son petit garçon. Il ne sait pas pourquoi, mais a priori, beaucoup de lecteurs, je pense, vont dire bon, ça, c'est pas quelqu'un de bien qui laisse son petit garçon derrière soi. Voilà. Donc, avec ces cartes-là, est-ce que je pouvais faire en sorte qu'on s'attache à ce personnage quand même, avant même de savoir pourquoi elle est partie et de voir si on avait envie de lui pardonner ou pas? Et la première réponse peut-être à cette question, c'était de voir si vous vous y attachiez également. Absolument, bien sûr. Oui, alors comme vous l'avez dit, au début, on ne sait pas pourquoi elle est partie. On ne va pas du tout le révéler pendant cette rencontre parce que peut-être que certains d'entre vous n'ont pas lu le livre. Mais petit à petit, on va découvrir. En fait, on découvre l'exil d'Elisa, sa reconstruction progressive et sa reconstruction, ça passe aussi par l'acceptation de son passé. Et donc, son passé va apparaître par bribes. Et donc, tout au long du livre, on navigue entre passé et présent de manière très fluide, mais on fait sans arrêt des sauts dans le temps. Comment elle s'est imposée, cette construction-là? Est-ce que c'était la solution pour petit à petit appréhender et apprivoiser le personnage? En fait, elle s'est imposée de manière instinctive et évidente dès le début. Je pense que ça allait avec ce personnage parce qu'elle est dans une perte de repère absolue. Quand on la rencontre, elle a tout quitté. Elle a quitté le pays auquel elle tient, qui est son pays, le pays qu'il a construit. Elle a quitté toutes ses valeurs, tout ce à quoi elle a été éduquée, en quelque sorte. Elle a quitté tout ce à quoi elle tient. Et donc, dans cette espèce, je voyais ça comme un espèce de no man's land, qui est souvent l'exil, où il faut inventer quelque chose à partir de tout ce qu'on a perdu, tout ce qu'on a été obligé de laisser derrière soi. Et donc, en même temps, du coup, en fait, elle est comme une rescapée d'un crash. En fait, elle s'est sauvée dans un mouvement de survie, quoi, d'instinct de vie pur, qui lui a donné l'audace de faire ce qu'elle a fait, de s'enfuir, de traverser l'Atlantique, d'aller dans un pays inconnu. Et ça demande beaucoup de force de vie, tout ça. Mais quand elle arrive, elle est vraiment comme une rescapée d'un crash. Elle ne comprend pas ce qu'elle fait là. Elle ne comprend même pas comment elle a réussi ça. Et puis, elle voit surtout ce que ça lui coûte dans un premier temps. Et donc à ce moment-là, pour se reconstruire, c'est un mouvement d'avance-recul. Chaque fois qu'elle fait un pas en avant, il faut aussi qu'elle recule pour essayer de comprendre comment elle en est arrivée là. Il faut qu'elle arrive à comprendre quels sont les embranchements qu'elle a ratés ou les erreurs qu'elle a faites, comment elle se retrouve là, dans cette perdition absolue, à avoir laissé cet enfant qu'elle adore derrière elle. Tout ça, il faut qu'elle le comprenne. Donc, ça me permettait à la fois de petit à petit découvrir son histoire et puis en même temps de voir comment elle pouvait réparer quelque chose déjà de sa mémoire avant de le faire dans la vie. Alors, au début du roman, Elisa évoque les deux villes de Paris et Chicago. Donc, elle quitte Chicago pour s'installer à Paris. Et vous écrivez, elle écrit, ici, en parlant de Paris, le passé se fait obsédant. Les plaques au-dessus des porches rappellent que tel ou tel poète ou tel homme politique a vécu là. Les statues veillent sur les squares et les carrefours.
Je me demande si tous ces bras de pierre ne finissent pas par vous ligoter. À Chicago, c'est l'inverse, on ne courtise que le futur. Alors, est-ce que c'est pour cela que vous avez choisi ces villes en particulier, pour leur lien au passé pour l'une, au futur pour l'autre, qui s'intègrent parfaitement avec l'histoire d'Elisa finalement? Alors non, j'ai choisi, mais il se trouve qu'en effet, ça va très bien. Mais non, ça fait partie pour le coup d'aller un petit peu. Moi, je travaille beaucoup en suivant mes intuitions. Et donc là, alors, Paris, c'est une ville où j'aime revenir. C'est un territoire romanesque pour moi privilégié. Et donc, c'est le troisième livre où j'arpente les rues de Paris. Euh, J'essaye de le faire à chaque fois un peu différemment pour ne pas retourner sur mes pas. Donc là, c'est un Paris un peu différent parce que c'est un Paris d'américaine, vu à travers les yeux d'une américaine en tout cas. Et donc, bon, j'avais Paris, je voulais qu'elle vienne des États-Unis, mais j'ai commencé par travailler sur Paris, puisque c'était le début du livre. Et donc, en travaillant sur Paris, je suis allée relire et lire Simone de Beauvoir. Et j'ai découvert son amant américain, Nelson Algren, qui vivait à Chicago et qui vivait dans les quartiers pauvres de Chicago et qui était surtout l'ami des petits voyous, des prostituées, des soldats traumatisés. C'est vraiment l'envers du décor. Et donc, je me suis dit assez vite, tiens, c'est intéressant, puisque ça fait la deuxième flèche vers Chicago. Il y avait Viviane Mayer, qui a énormément photographié Chicago. Très belle photo, d'ailleurs. Et il y a Nelson Algren, qui est aussi de cette ville-là, que moi, je ne connaissais pas. Et donc, je me suis dit, alors, pourquoi je n'irais pas à Chicago? Pourquoi je ne partirais pas de Chicago? Et donc, je me suis plongée dans cette ville, parce qu'évidemment, à partir du moment où j'avais pris cette décision, qui était intuitive, il fallait que c'est pas pour en faire juste un décor, quoi. Donc je voulais absolument l'appréhender, qu'elle devienne un personnage de l'histoire. Et donc je me suis lancée dans l'histoire de Chicago et ça a été formidable parce que ça m'a apporté des développements énormes de l'histoire. En fait, si je l'avais fait partir d'une autre ville, ça aurait probablement pas été la même histoire. C'est ça qui est intéressant. Mais le point de départ était vraiment intuitif. J'ai tendance à m'appuyer sur à la fois du rationnel et de l'irrationnel quand je travaille. Donc, dans toute cette partie de recherche qui est très, très laborieuse et précise et méticuleuse, il y a aussi une part d'intuition. Il y a une part où je m'appuie sur ce qui me vient, les images que j'essaye de vérifier, des choses qui me viennent où je me dis tiens, ça serait intéressant, est-ce que c'est possible, est-ce que c'est voilà. Et donc je travaille aussi avec cette espèce de boussole, cette boussole inconsciente de l'intuition, de l'inconscient. Donc en fait jusque-là ça m'a toujours ménagé beaucoup de surprises qui sont toujours de belles surprises. Donc du coup, je vais là où il me semble petit à petit avoir un parcours qui s'éclaire au fur et à mesure. Un peu comme, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans La Belle et la Bête, quand elle marche vers le château et petit à petit, les lumières, c'est la nuit et puis petit à petit, ça s'éclaire, les flambeaux s'éclairent. Là, c'est pareil quand je travaille. Et puis, ce qui est impressionnant, c'est la précision avec laquelle vous retranscrivez des époques, des univers, des ambiances. Là, on passe vraiment des caves, des bars enfumés de Saint-Germain-des-Prés, où on entend des concerts de jazz, à la jeunesse dorée de Chicago, mais tout en faisant des incursions dans le ghetto noir. Il y a beaucoup d'images qui viennent, il y a beaucoup de sons qui viennent au fur et à mesure de la lecture. Comment est-ce qu'on l'atteint, cette précision? Vous disiez qu'il y avait des lectures, des films qui vous avaient inspiré. Est-ce qu'il y a aussi des voyages pour s'imprégner d'une ambiance, d'une époque? Comment ça se passe? Alors oui, il y a plein d'étapes en fait. Je savais qu'il fallait que j'aille à Chicago à un moment parce que rien ne remplace à un moment la perception de l'espace physique, d'une ville, respirer une ville, marcher dans la ville, un certain nombre de choses, rencontrer les gens. Bon. Donc, mais comme je savais que je n'allais pas pouvoir y rester non plus très longtemps, je voulais que mon séjour soit le plus profitable possible.
Donc, j'ai beaucoup travaillé en amont, lu énormément de livres sur Chicago, sachant qu'ils étaient presque tous en anglais. Donc, voilà, c'était une petite difficulté supplémentaire, mais en même temps, c'était très intéressant de travailler aussi sur l'anglais parce qu'il y a des choses qui ne passent qu'à travers la langue, des choses d'une ville. Donc, c'est toujours intéressant quand on peut. Il se trouve que là, je comprends assez l'anglais pour lire en anglais. Je ne suis pas bilingue, mais j'y arrive. Donc, j'avais cette possibilité-là. Donc, en fait, c'est un espèce de bain total pour moi de faire des recherches. Donc, je vais regarder beaucoup d'images d'archives, je vais lire de la presse d'époque, je vais regarder. Alors là, j'ai regardé beaucoup de photos, parce qu'en plus, la photo est aussi un personnage du livre, finalement. Et puis, j'écoute de la musique. Et puis là, j'ai lu énormément de romans américains. Ce que je ne fais pas à chaque livre. Parfois, je me contente de documents historiques, en fait. Mais là, j'avais envie d'attraper un petit quelque chose irrationnel de l'Amérique. Et qui était de deux manières, en fait. Je voulais que ça soit dans l'histoire. C'est-à-dire que finalement, que mes personnages sonnent juste pour des Américains. Et ensuite, je voulais que mon écriture tende vers quelque chose d'américain. Et ça, c'est pas appliquer des recettes, mais par contre, lire beaucoup d'auteurs américains, alors, ça veut dire aussi chercher une efficacité plus grande de l'écriture. C'est très différent, par exemple, de mon travail sur mon livre précédent, sur Death Note, où, sans même le vouloir, mon style s'est poétisé, en quelque sorte, à force d'être dans un bain de poésie de Death Note, comme un espèce de dialogue inconscient avec lui. Et bien là, non, j'ai été beaucoup plus drastique sur le choix des images, par exemple. J'ai vraiment essayé d'enlever tout le gras du texte, que ce soit très tendu, une simplicité, quoi, qui me paraît une des marques de fabrique des auteurs américains. Voilà, donc tout ça, ça fait partie. Donc il y a des choses qui sont très concrètes et puis des choses qui sont très irrationnelles. Donc pour que ça sonne juste. Voilà. Je ne sais jamais. En fait, le moment où je commence à rêver de trucs américains, je me dis, bon, je commence à être prête. Ça veut dire que je me suis quand même tapissée de l'Amérique, un peu. Que je me suis tatouée. Et ça donne une écriture très visuelle, très évocatrice. On est plongé dans des décors, dans des scènes, on voit vraiment tout ce qui se passe. Quelle est la place de l'image pour vous au moment de l'écriture? Est-ce que vous avez une image en tête systématiquement avant chaque scène que vous écrivez? Ou est-ce qu'elle se dessine au fur et à mesure grâce aux mots? Alors ça dépend, mais je pars souvent d'images, oui. Je crois que je suis un auteur visuel. Vous savez, il y a les visuels et des auditifs dans les auteurs. Alors, moi, j'aime beaucoup. Alors, il me semble que rien n'est mieux que l'autre, hein, mais par contre, en fait, c'est un truc qu'on ne choisit pas. Ça. Quand vous lisez un auteur visuel, vous avez en général des images qui vous viennent facilement. Vous arrivez en général à quand même bien vous représenter, les voir, les situations, les lieux, alors que quand vous lisez un auteur qui écrit plus à l'oreille, parfois, du coup, les personnages sont un petit peu plus flous, moi je trouve. Alors, et je dis ça, c'est pas un reproche parce que moi j'admire énormément d'auteurs qui sont des auteurs auditifs, a priori. Ce sont ceux qui ont les plus belles écritures. Parce qu'évidemment, ils sont très sensibles à la musique de l'écriture. Donc, je pense que quand on est un auteur visuel, on cherche toute sa vie à travailler l'oreille. Et puis, quand on est un auteur auditif, peut-être on essaie de travailler un peu plus les images. Mais voilà, on fait avec ce qu'on a. Donc, moi, je travaille beaucoup avec des images. Et donc, souvent, les scènes me viennent, ça m'arrive. Je suis une marcheuse aussi. Donc, je marche beaucoup et souvent, en marchant, j'ai des scènes qui arrivent. Alors après, faut quand même souvent que je vérifie qu'elles sont plausibles.
Là, par exemple, sur ce roman, j'avais une scène de départ, une image très forte dès le début, qui était mon héroïne enfant en train de marcher avec son papa dans le ghetto noir de Chicago. Alors, je ne savais même pas vraiment, à ce moment-là, quand j'ai eu cette image, je connaissais rien à ce ghetto et j'avais juste cette image qui s'était imposée à moi et je ne savais même pas si elle était possible, si concrètement un papa pouvait à cette époque emmener sa petite fille, est-ce que c'était même, c'était pas trop dangereux, ou est-ce qu'il l'aurait fait, est-ce que c'était logique qu'il le fasse, voilà. Donc j'ai enquêté sur cette image, mais elle est fondatrice pour moi. Elle m'a donné aussi tout un pan de cette histoire. Elle a fait rentrer dans la vie de Violette, plutôt d'Elisa à l'époque, une dimension très politique aussi. Elle fait rentrer aussi, elle me disait aussi à quel point son père était quelqu'un d'important dans sa vie, à quel point il allait façonner la personne qu'elle est ensuite. Et voilà, donc ça fait partie des images. Je pense, là je m'adresse à Robert. Robert, est-ce que tu veux bien nous donner une image de Chicago? Voyons, peut-être là, juste pour montrer aux gens qui ne connaissent pas Chicago, qu'on voit que c'est une ville qui est façonnée par un lac qui ressemble à un océan tellement il est grand et qui couvre je crois, au moins 3 États américains. Voilà. Donc là, vous avez le lac Michigan et donc ces gratte-ciel qui longent ce lac. Et en gros, vous voyez, cette ville, c'est comme ça qu'il faut la regarder, comme elle est sur l'écran là. Plus vous allez avancer vers le nord, donc en face de vous, vers l'horizon de l'image, et plus vous êtes dans des quartiers chics, et plus vous êtes près du lac. Donc en gros, au nord et près du lac, là, c'est tous les quartiers chics de Chicago. Et plus vous descendez vers le sud, ou plus vous allez vers l'ouest, et plus vous allez vers la pauvreté. Et donc Violette va passer une bonne partie de sa vie à Chicago, au bord de ce lac, un tout petit peu au nord là, des gratte-ciel, dans ce qu'on appelle la Côte Dorée, la Gold Coast. Quand elle va s'en aller, quand elle s'enfuit, elle est une grande bourgeoise de Chicago. Et puis, son enfance, c'est autre chose. Alors juste, on va regarder peut-être l'image 9, Robert. 9 et 10 ensuite, peut-être. Juste pour vous montrer, voilà, ça c'est le quartier d'enfance de Violette. C'est Hyde Park. Donc c'est un quartier qui est beaucoup plus au sud. Vous voyez, c'est quand même assez joli, hein, parce que Hyde Park, c'est le quartier de l'Université de Chicago. Et donc, c'est un quartier qui est vraiment construit autour de cette université. Donc, ça va être depuis le début, pratiquement, un quartier d'artistes, un quartier de professeurs, un quartier d'intellectuels. Voilà, donc ça, je suis allée le visiter, bien sûr, aussi. Alors ça, quand je suis allée à Chicago, j'avais déjà bien travaillé sur l'histoire de la ville. Et oui, alors là, changement d'ambiance, là, on est... voilà, alors ça, c'est la fac de Chicago. Voilà, l'université de Chicago, vous voyez, qui a un petit côté gothique et qui a été construite grâce à la générosité du milliardaire Vanderbilt. Et donc, un bel endroit. Violette, elle grandit avec des gens intelligents qui font partie des blancs libéraux, comme on dit, qui n'ont rien à voir avec nos libéraux français. Les blancs libéraux, c'est des gens qui appartiennent plutôt à la gauche américaine, qui défendent les droits civiques, qui essayent de défendre une certaine idée de la justice sociale, qui défendent les droits des minorités, les droits des femmes, etc. Et alors, ils font beaucoup de pétitions, ils réunissent des fonds, ils se bagarrent. Ils n'obtiennent pas toujours, ils obtiennent rarement ce qu'ils veulent, disons. Mais voilà, donc le papa de Violette est un homme comme ça, c'est un homme engagé et qui est un chercheur en sociologie dans cette université. Et cette université, il se trouve, donc elle est au sud de la ville, elle n'est pas loin du lac Michigan. Et un peu plus au nord de l'université, on arrive sur le ghetto noir. Et cette université, depuis le début,
est célèbre pour ses études de terrain, comme on disait. Donc, les sociologues travaillaient en allant interroger les gens, en faisant du porte-à-porte, et ils allaient au plus près de chez eux, en quelque sorte. Et donc, ils ont, dès le début, été arpenter les ghettos. Je dis les ghettos parce qu'il va y avoir assez vite 2 ghettos noirs. Un qui est au sud, qui s'appelle le South Side, et un dans le West Side, la partie sud-ouest de Chicago. Donc voilà. Et donc, j'ai travaillé avec à la fois ces photos d'époque, en marchant. Le quartier de Hyde Park, dès l'instant où j'ai imaginé que le papa de Violette était professeur dans cette fac, c'était logique qu'ils habitent à côté. Je me suis renseignée pas mal sur ce quartier, donc c'est un quartier assez agréable. Finalement, Violette, toute son enfance et sa jeunesse, elle va vivre quand même une vie assez privilégiée. À Chicago, elle fait partie vraiment des privilégiés. Elle fait partie de la bourgeoisie. Alors, bourgeoisie éclairée dans son enfance. Après, ça va être plus la bourgeoisie un peu moins éclairée, on va dire. Mais voilà, elle est du bon côté. Elle est née du bon côté, elle est blanche. Elle est plutôt d'une famille assez... ils n'ont pas trop de problèmes d'argent. Son papa va perdre à peu près toutes ses économies au moment du crash de Wall Street en 29, mais il n'empêche qu'elle n'est pas pour autant dans la misère, elle ne sera jamais à la rue. Et ensuite, elle va épouser quelqu'un qui a pignon sur rue. Donc ça, c'est sa vie d'avant. Et donc, on peut aller vite sur la photo 11, où on était tout à l'heure, pour voir, voilà. Alors non, la 11, voilà. La 11, ça, c'est la rue des Feuillantines, où Violette va habiter quand elle arrive à Paris, où il y avait un ancien couvent, le couvent des Feuillantines. Et donc là, on en voit, c'est le mur avec l'arbre. Ça, c'est l'époque où le couvent existe toujours, ce couvent où Victor Hugo a passé une partie de son enfance. Et puis après, c'est devenu un foyer pour jeunes filles. Et donc, on n'est quand même pas très loin du couvent encore. Voilà. Et donc, là aussi, j'ai travaillé sur des images comme celle-ci pour essayer, vous voyez, donc, à part le fait qu'il n'y avait plus de couvent et que c'était devenu un foyer, qui est aujourd'hui devenu un lycée, à cette époque, Paris, ça ressemble quand même bien à cette photo. C'est une ville grise, pauvre, très pauvre, qui a été littéralement laminée par la guerre, en tout cas, on va dire ruinée par l'occupation, abîmée et intérieurement et extérieurement par l'occupation, même si elle a été très peu bombardée. C'est plus les dommages sont plus invisibles, quoi, pas toujours visibles, mais oui. Pardon, dans ce Paris d'après-guerre, on a le sentiment qu'il y a une possibilité de liberté beaucoup plus grande qu'à Chicago. Absolument, parce que les relations, en particulier, comme souvent l'après-guerre, à Paris, l'après-guerre, tout à coup, il y a un souffle de liberté très fort qui vient en priorité de la jeunesse. Alors, une petite dernière photo, voyons, qu'est-ce que j'ai sous la main? Je voulais les clubs de jazz. Alors, peut-être la 13. En fait, on a l'âge... non, pas celle-ci, on est tout près. Voilà, celle-là est très bien. Donc voilà, la jeunesse parisienne qui a été obligée de supporter des couvre-feux, qui a été obligée de supporter de descendre très souvent dans les caves pour des raisons de bombardement, qui a subi quantité d'interdits, la misère, les privations et les compromissions. Juste après la guerre, elle ne veut plus entendre parler d'aucun diktat et elle veut surtout vivre. Elle veut être libre. Et donc, on peut imaginer, vous savez, en ce moment, on pense beaucoup, en ce moment, c'est l'anniversaire de Boris Vian et il est vraiment le symbole de cette jeunesse. Donc, une jeunesse qui veut vivre intensément, même si elle doit en mourir. Et donc, ils veulent surtout pas être sages. Et donc, c'est vrai que pour Violette, c'est tout à coup, ça va être des gens qui vont l'accueillir à bras ouverts. Alors, pourquoi? Parce qu'ils aiment beaucoup les Américains, eux. Ils aiment les romans noirs, ils aiment le jazz, ils aiment tout ce qui est américain.
Et puis, ils sont quand même certainement reconnaissants au GI d'être venus aider à libérer Paris, d'être arrivés avec des cigarettes, d'être arrivés avec plein de choses intéressantes. Et donc ils vont adopter cette américaine un peu mystérieuse dont ils ne savent à peu près rien, qui de toute façon ment parce qu'elle elle ne veut absolument pas raconter son histoire et parce qu'elle a de très bonnes raisons de mentir. Elle a très peur qu'on la retrouve. Et donc, ils vont l'adopter, ils vont l'emmener dans les caves de Saint-Germain-des-Prés, danser sur des airs de jazz. Et moi, je voulais, finalement, cette héroïne, elle a tout perdu quand elle arrive à Paris. Elle a en plus, elle vit un véritable déclassement puisqu'elle arrive, elle se retrouve parmi les pauvres, les précaires, voilà, alors qu'elle elle avait une vie sur des rails, une vie très assurée. Donc là, elle a perdu toute sécurité. Et je voulais qu'elle soit qu'elle trouve quelque chose de chaleureux. Et à Paris, elle trouve cet environnement chaleureux. Il y a des gens chaleureux, déjà. Et il y a aussi beaucoup de gens qui ont perdu beaucoup de choses. Alors, ils ne le disent pas toujours. Hein. Finalement, c'est une époque où les gens ont décidé de vivre, quoi qu'il arrive, quoi qu'il leur en coûte, et de laisser derrière eux le passé, et même la guerre. Alors, Simone de Beauvoir, elle dit que la guerre, à cette époque, est un cadavre encombrant. Voilà. On fait comme s'il n'était pas là. On vit, on veut absolument vivre, mais il y a quand même ce cadavre encombrant. Et donc, il y a un certain nombre de gens qu'elle va croiser qui sont aussi des exilés, comme elle. Parfois parce qu'ils n'ont plus de pays, et puis parfois parce que tout simplement, ils sont exilés dans leur âme. Parce que ce qu'ils ont vécu les a laissés dans cet état de naufragés, en quelque sorte. Et la plupart ont des secrets comme elle. Et donc, ça lui permet de créer des liens avec des gens qui lui ressemblent plus qu'elle ne le croit. Alors, cette question de l'exil, elle est centrale, bien sûr. C'est elle qui est à l'origine du roman. C'est un exil forcé, extrêmement douloureux puisqu'elle part sans son fils. Et en même temps, un exil qui va aussi lui procurer un espace de liberté qui va lui permettre de se révéler. On a aussi le sentiment que cet exil, il n'est acceptable que parce qu'il y a toujours l'espoir d'un retour. Absolument. En tout cas, pour elle. Alors après, je me disais au long du livre que si elle avait abandonné son fils, ça aurait peut-être été plus facile pour elle. Si elle avait renoncé à son fils, une fois pour toutes, je pense que ça n'aurait pas été facile au début. Il y aurait certainement eu beaucoup de douleur et de chagrin au départ, un deuil à faire, un vrai deuil à faire. Mais là, elle renonce jamais. Elle s'en va pour revenir. Il n'a jamais été question pour elle d'abandonner cet enfant. Donc, quand elle s'en va, elle se met à l'abri pour vivre, pour rester en vie. Dans ce choix, il y a vraiment son petit garçon, il est là. Si elle veut rester en vie, c'est aussi pour lui. Et donc, elle pense tout le temps au retour et c'est comme si elle était tendue en permanence vers ce retour. Et c'est à la fois quelque chose qui l'empêche d'être jamais, elle ne peut jamais être pleinement heureuse dans cet exil, puisqu'il y a toujours ce manque terrible au fond d'elle, ce mouvement vers le retour. Et en même temps, ce mouvement va l'aider à se reconstruire. C'est une véritable motivation. C'est quelque chose qui fait que tout ce qu'elle va vivre à Paris, c'est comme si elle faisait des pas vers son fils. Et donc, pour rentrer. Simplement, elle croit qu'elle part pour très peu de temps et puis ça va être un très long exil. Et c'est pour ça qu'assez vite, je me suis retrouvée, un des personnages du livre, à un moment, lui, il la compare à Ulysse, qui est retenu loin d'Ithaque. Et je me suis dit, mais oui, cette image, elle est venue dans l'écriture, mais après, je me suis dit, oui, c'est exactement ça. En fait, elle est retenue loin de chez elle. C'est comme des séries d'épreuves qu'il faut qu'elle remporte d'une manière ou d'une autre pour être capable, être assez forte pour rentrer. Alors cet espoir du retour, c'est bien sûr le retour vers son fils pour pouvoir le revoir, lui expliquer, mais aussi lui transmettre ce qu'elle est, ce qu'elle a appris, la liberté qu'elle a conquise, et puis les valeurs qu'elle a retrouvées en se trouvant elle-même et qui lui viennent de son père. Et on repense à cette image dont vous nous parliez de ce père qui amène sa petite fille dans le ghetto noir et qui est fondamentale. Finalement, c'est un grand roman sur la transmission aussi. Et d'ailleurs, vous le dédiez à votre mère et à votre fille. Absolument.
C'est une question centrale pour vous dans l'écriture, la transmission? Alors, c'est en tout cas une thématique qui revient dans chacun de mes livres, je pense. Donc, je pense que ça doit être que c'est profond en moi, en tous les cas. Et, et ce livre m'a interrogée plus que tous mes autres livres sur ce qu'on donne à ses enfants, ce qu'on leur transmet précisément. Alors, c'est valable pour Violette. Qu'est-ce qu'elle a reçu de ses parents? Elle a reçu des choses très différentes de chacun de ses parents. Qui étaient parfois extrêmement précieuses, et puis d'autres étaient des fardeaux. Il y a un fardeau qui est l'angoisse en particulier. Et ça, c'est aisément transmissible, malheureusement. Et c'est une chose qui lui est plutôt transmise par sa mère. Mais je pense que c'est plus... c'est souvent, les mères transmettent cette angoisse en particulier. Enfin, elles ne veulent pas du tout la transmettre. Elles ne veulent jamais la transmettre, en fait. Mais je pense qu'il est assez naturel aux mères d'avoir peur pour leurs filles, d'une manière générale. Parce que c'est l'histoire des femmes aussi qui veut ça. C'est qu'on sait que ça va être difficile pour une fille. On sait que la vie va être difficile pour les femmes aussi, un peu plus difficile. Et donc, on a peur pour elle. Moi, j'ai peur pour ma fille. Et je pense que je lui transmets, bien malgré moi, cette angoisse. Donc, Violette, elle a reçu beaucoup d'angoisse de sa mère. L'angoisse est souvent mauvaise conseillère, puisqu'elle vous pousse à essayer de vous mettre à l'abri de la vie aussi. Et je pense que ce mouvement d'aller se mettre à l'abri de la vie, bien en fait, vous empêche de la vivre pleinement. Donc, et vous souffle parfois de mauvais choix. Donc ça, mais c'est quand même son héritage, ça. Et puis elle reçoit aussi, par contre, beaucoup d'engagement qui lui vient de son papa. Alors son père, il lui donne des choses, mais après il s'en va. Donc son héritage, c'est aussi de la souffrance. C'est aussi l'impression d'avoir eu un papa qui lui éclairait le monde et qui tout à coup disparaît. Donc elle se retrouve perdue. Mais enfin, bon, il y a tout ça qu'on transmet. Et finalement, il me semble, je pense plutôt à son fils, là, à ce qu'elle lui a transmis. On transmet surtout à ses enfants ce qu'on est, il me semble. Donc, ce qu'elle transmet à son fils, c'est aussi des choses positives, des choses négatives. Elle lui transmet ce qu'elle a elle-même reçu, la curiosité, une forme d'audace, d'aller voir ailleurs comment vivent les autres, ceux qui ont moins de chance, ceux qui sont différents. Elle lui transmet certainement aussi une forme de courage qu'elle a, qu'elle ne sait même pas avoir en fait, qu'elle va découvrir. Mais elle lui transmet aussi ses peurs, elle lui transmet aussi des choses qui étaient des compromis qu'elle a fait pendant longtemps au nom de la sécurité. Et donc, c'est un petit garçon qui a certainement souffert de voir sa mère dans une situation de compromis. Alors, évidemment, il ne perçoit pas tout de ce qu'elle fait comme compromis, mais il perçoit certainement que sa mère n'est pas heureuse, il perçoit certainement un certain nombre de choses et on voit qu'il en a souffert. Après, elle lui transmet son absence. Ça, c'est terrible. Et donc, j'ai beaucoup pensé à ce petit garçon, comment il avait grandi, comment il s'était fabriqué sans sa maman, qu'est-ce qu'il pouvait bien ressentir sans elle. Tout ce que ça pouvait représenter de colère aussi et de chagrin. Donc, il s'est construit un peu donc, sans elle. Et puis, en définitive, qu'est-ce qui lui reste de tout ça? Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste dans le jeune homme qui va devenir de cet héritage-là? Donc oui, la transmission, elle est très importante. Et quand Violette rentre chez elle, quand peut enfin rentrer à Chicago, j'étais sensible au fait que je voulais que ce soit une boucle qu'elle fait, une vraie boucle, avec ce qu'elle a reçu de ses parents, avec ce qu'elle a appris de sa propre vie et de ses erreurs, une boucle vers son fils, une boucle vers tout ce qu'elle a laissé qu'elle peut essayer de vouloir réparer à ce moment-là. Et aussi une boucle avec l'histoire de sa ville, puisque je l'ai fait naître en 1919 pendant une émeute raciale terrible, et que quand elle revient, elle va retrouver d'autres émeutes.
Donc, voilà, et c'est vraiment un retour qui est un défi pour elle, à tout point de vue. Ça la confronte à ce qu'elle est devenue. Est-ce qu'elle est assez forte aujourd'hui pour affronter tout ça? Quand vous parlez de l'aide de tous les personnages de votre livre, on sent une immense bienveillance, un lien très fort à chacun de ces personnages. Comment est-ce qu'on vit la fin d'un livre quand on arrive au point final, quand il est temps de le laisser aller rencontrer ses lecteurs? C'est terrible en fait, la fin. Alors, c'est terrible et en même temps, moi j'ai toujours très envie de finir parce qu'un livre une espèce de course de fond qui est totale, qui prend toute mon énergie. Je laisse rien. À la fin de l'écriture d'un roman, je suis absolument épuisée. J'ai tout donné à ce livre, tout, tout, tout. Et j'ai pas économisé pour le retour. Et donc, en fait, j'ai à la fois besoin de finir et en même temps, j'ai pas envie de les quitter. Ça, c'est sûr. Parce que j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps avec eux, avec chacun d'eux. Je pense précisément à chacun de mes personnages, toujours, souvent en marchant. Je me dis, tiens, je vais marcher aujourd'hui, puis je vais penser à Horatio. Je pensais à Horatio, qui est un des personnages de mon livre. J'aime tous mes personnages, en fait. J'aime même ceux qui sont des méchants personnages. Parce que même les méchants, il y a toujours... on n'est pas un pourri pour tout le monde. Ça n'existe pas, je crois, ça. On est un pourri pour un certain nombre de gens, ça peut être beaucoup de gens, d'ailleurs. Et puis, il y a toujours des gens pour qui on n'est pas un pourri. Quand j'avais écrit mon premier roman, j'avais un personnage qui était un méchant, hein, vraiment un capitaine terrible. Et à un moment donné, j'ai écrit une scène où il est en train de partir pour partir faire une grande pêche à Terre-Neuve. Donc, il partait pour des mois de pêche, des mois de pêche très durs. Et puis, il est en train de dire au revoir à ses enfants. Et notamment, il a sa petite fille qui est sur ses épaules. Elle s'en sert comme s'il était un cheval, en fait. Et cette petite fille, tout à coup, j'étais dans sa tête et je me disais, elle aime son papa. Et elle ne sait pas qu'il peut être un monstre pour d'autres. Avec elle, il n'est pas un monstre. Et je crois que c'est important de laisser à chaque personnage cette dimension, qu'à un moment, on peut lui laisser l'espace de ne pas être un pourri pour tout le monde. Voilà. Alors, bon, après, il y a beaucoup de mes personnages qui sont beaucoup plus du bon côté, en tout cas, qui ont moins de côté sombre. Mais de toute façon, donc, je pense précisément à chacun d'eux. Et ça devient comme des amis avec lesquels... Donc, je m'attache beaucoup à eux. Hein. Donc, avant, c'était horrible parce que quand je terminais mes livres, avant de les éditer, avant d'être édité, quand je terminais un roman, j'étais vraiment en déprime totale. C'était terrible. Je me sentais totalement vide. Aujourd'hui, c'est quand même beaucoup moins douloureux parce que, bien sûr, je suis triste de les quitter. Mais en même temps, en général, après, il se passe... bon, là, c'était un peu particulier avec le confinement, mais en temps normal, après, j'entame un espèce de tour de France des librairies qui dure longtemps. Pour mon dernier roman, ça a duré 18 mois. Donc, c'était un record. Mais je fais beaucoup de rencontres. J'en fais au moins 50, parfois 100 pour un livre. Et donc, je parle d'eux. Et du coup, ça fait comme si je leur disais au revoir longtemps. C'est beaucoup plus doux. Et puis, en plus, je leur dis au revoir, mais je les confie au lecteur. Et donc ça c'est un truc qu'évidemment, je ne connaissais pas avant de publier des livres. Et ça, c'est une chance énorme de pouvoir leur confier parce qu'il y a leur retour après. J'ai quand même beaucoup, beaucoup de lecteurs qui m'écrivent ou qui me parlent quand ensuite on peut se rencontrer dans la vie et qui me parlent de mes personnages comme s'ils les connaissaient intimement. Et ça, il y a peu de choses qui sont aussi émouvantes que ça pour moi. Parce que finalement, j'ai une relation avec les personnages, c'est un peu comme si c'était mes enfants. Par exemple, ma fille, dans la vie, quand elle vit aujourd'hui sa propre vie sans moi à certains moments de sa vie, quand elle est au lycée, voilà, il y a des gens qu'elle rencontre hors de moi, on va dire. Et puis, ce qu'elle est ne dépend pas entièrement de moi. Je lui ai donné quelques petites choses, une impulsion de départ, mais après, elle se construit toute seule aussi. Et donc, quand je croise des gens qui me parlent d'elle
et qui me disent des choses, des jolies choses sur elle, je suis extrêmement touchée, pas au-delà de ce que j'ai pu moi lui donner. Et donc c'est pareil un peu avec mes personnages. Donc quand on me dit j'adore ce personnage ou j'aime énormément ce personnage, ou même quand on me dit j'ai détesté celui-là, vraiment, c'est émouvant de se dire, ça veut dire qu'ils vivent leur vie et qu'ils appartiennent ensuite plus du tout à moi, mais au lecteur. Et donc il y a une sorte de passation. C'est un cadeau énorme, hein, ça. Alors peut-être que vous avez aussi des questions à poser à Gaëlle Nohan. Alors peut-être ceux qui préfèrent poser leurs questions verbalement, vous pouvez mettre vos... Alors je vois une question de Robert. Est-ce que je découvre mes personnages lors de ces rencontres littéraires? Est-ce qu'ils gagnent en profondeur? Oui, ça peut m'arriver, absolument. Ça peut m'arriver en parlant de mes personnages. De toute façon, c'est sûr que pour moi, l'écriture d'un roman, c'est un mouvement. C'est un mouvement qui se termine uniquement avec la lecture d'un lecteur. Ce qui veut dire que cette lecture termine le livre en quelque sorte et va m'apprendre. Ce sont les lecteurs qui me disent quel livre j'ai écrit. Je ne le sais pas complètement, ça. Et donc les lecteurs sont très précieux pour ça. Ils sont importants pour ça. Donc, en parlant avec eux, il y a des choses que je comprends sur mes livres aussi. Donc oui, absolument. Je les découvre autrement. Parce qu'en effet, il y a toute une partie des personnages et de mon histoire qui m'échappe. Toute une partie qui est inconsciente, même si je travaille beaucoup autour de ces parties inconscientes. Et donc, je ne sais pas forcément tout ce que j'ai mis dans ce livre. Voilà. Donc, en parlant avec les gens qui l'ont lu, tout à coup, je découvre qu'il y a ci ou ça dans le livre. C'est aussi l'impact. Ce roman en particulier, je remarque qu'il touche beaucoup les lectrices dans le rapport qu'elles ont à leur vie de femme et de mère. En fait, ça m'a fait la même chose en l'écrivant. C'est un livre qui m'a interrogée beaucoup sur mon rapport à la maternité et sur le rapport que j'avais à ma fille, sur les choix que j'avais faits vis-à-vis d'elle et aussi parfois sans elle. Des choix que j'avais faits qui n'étaient pas des choix de sécurité pour elle, mais que j'avais faits pour rester entière, le plus entière possible. Notamment le choix de faire ce métier, qui n'est pas du tout un métier de sécurité. Bon. Et je pense que du coup, ça renvoie chaque lectrice à des choses très intimes aussi. J'en ai une qui m'a dit un jour, j'ai été, au début, je lui en voulais à ce personnage d'avoir laissé son enfant. Et puis bon, je me suis vraiment attachée à elle. Puis après, j'ai compris pourquoi. Et puis, mais au début, c'était dur pour moi parce que moi, j'ai adopté un enfant, elle m'a dit. Et donc, moi, j'ai fait ce chemin d'aller adopter un enfant qui avait été laissé. J'ai trouvé ça très beau, ça, par exemple. Et finalement, tous ces retours s'ajoutent à ce livre. Ils font presque partie du livre. C'est un livre qui questionne, notre rapport de femme. Quels sont les sacrifices qu'on fait par rapport à des parties de nous-mêmes. C'est rare qu'une femme sacrifie aucune partie d'elle-même dans sa vie. Alors, dans l'idéal, il faudrait pouvoir être tout. Il faudrait pouvoir être une femme, une mère, quelqu'un d'épanoui dans son travail, d'épanoui dans sa vie. Mais on sait très bien que c'est très compliqué de faire tout ça. C'est très compliqué de réunir tout ça. Et si vous êtes très épanoui dans votre travail, souvent, vous devez faire des sacrifices sur votre vie privée. Et puis, il y a des choix à faire et ces choix sont toujours cornéliens, il me semble. Donc voilà, ça ramène tout le monde, chacune. Alors, je voulais vous dire à tous que si vous voulez poser des questions, vous pouvez rallumer vos micros à ce stade, si vous préférez les poser comme ça, verbalement. Sinon, vous pouvez les écrire comme Robert dans la marge. Moi, j'ai une petite question. Oui. Une courte question. Comment faites-vous pour choisir les prénoms? Vous avez choisi un prénom très français, Violette. Alors oui, mais en l'occurrence, j'ai choisi Violette parce que c'est aussi un des prénoms américains qui étaient les plus donnés dans les années 20. Ah, ça, et donc, voilà. Donc j'ai choisi ça. Et puis après,
je me suis rendu compte que ça lui allait très bien parce que Violette est une fleur qui pousse cachée. Et bah, c'est exactement ça, ce personnage pousse caché. Mais c'est pas pour ça que je l'avais choisi au départ. Ah oui, je pensais que c'était un prénom très français. Non, non, mais alors après, ça dépend, hein. J'ai choisi, par exemple, Horatio. J'ai choisi Horatio, qui est un prénom, je trouve, très shakespearien, parce que je voulais que cet homme ait un prénom de prince. C'est un beau personnage, c'est vraiment quelqu'un. Et donc, je voulais qu'il ait un prénom qui lui donne une forme d'aristocratie naturelle. Donc, Horatio. Il y a des prénoms qui... Rosa s'appelle Rosa. Alors là, pour le coup, parce que on lui a beaucoup parlé de Rosa Luxembourg. Et donc, elle a choisi son propre prénom. C'est un personnage, on n'en a pas parlé, mais qui est une prostituée. Donc, elle a choisi le prénom de Rosa. C'est aussi presque un nom de guerre pour elle. Voilà, ça dépend en fait. Je fais aussi très attention au nom de famille. Par exemple, Violet s'appelle Violet Lee parce que Lee en anglais veut dire abri. Et parce que c'est une femme qui a, dans la première partie de sa vie, cherché un abri à l'extérieur d'elle-même, ce qui n'a pas été toujours très fructueux. Et puis, dans la deuxième partie de sa vie, elle va devenir son propre abri. Voilà. Et donc, c'est là qu'elle devient Violet Lee. Et puis, c'est aussi un prénom qui m'évoquait Alfred Hitchcock. J'avais trouvé que c'était un prénom d'héroïne hitchcockienne, donc ça collait assez bien à l'ambiance que je voulais pour le début de ce livre. Et puis, à ces héroïnes un peu mystérieuses d'Hitchcock. Et puis, c'est un prénom qui pouvait très bien convenir aussi comme nom d'artiste. Et comme ça devient son nom d'artiste, ça allait. Voilà. Donc, il y a plein de raisons, là encore, qui sont parfois conscientes et inconscientes, qui se mélangent pour le choix des noms. Mais c'est un choix très important. Je passe beaucoup de temps à choisir les prénoms et les noms de mes personnages. Comme d'un enfant, encore une fois. Et pour la petite histoire, c'est pendant que j'en suis au prénom, ma fille s'appelle Ninog, qui est un prénom breton. Et qui est un prénom très rare, qui date du XIe siècle et que j'ai trouvé quand je travaillais sur les personnages de mon premier roman, qui étaient des personnages tous bretons. Et donc, en cherchant les prénoms de ces personnages, tout à coup, je suis tombée sur celui-là. Et je me suis dit, tiens, ça, je donnerais plutôt à un enfant à moi. Voilà. Puis, j'ai mis un petit peu de temps, finalement, à devenir maman, mais ce prénom est resté. Mais là, c'est pareil, c'est un prénom qui a un sens et qui veut dire élévation. En fait, ça veut dire c'est le sommet de la montagne, Ninog. Donc, ça lui met la pression d'entrée de jeu, quoi. Clairement, les noms et les prénoms qu'on donne ont une influence sur les personnages, hein. Dans La part des flammes, par exemple, j'ai un personnage qui s'appelle Constance Destingel. Alors, Constance était un prénom important pour son caractère. C'est quelqu'un, voilà, qui a une ténacité, qui a un entêtement, qui a une capacité de tenir une position. Et puis, Destingel, c'est parce qu'au départ, je lui avais imaginé justement un destin sombre. Un destin qui serait littéralement gelé, même si c'est bizarre, par l'incendie du bazar de la Charité. Et donc, voilà, donc c'est un nom qui l'entraîne vers un destin. Et puis après, quand j'ai commencé à écrire le personnage, je me suis dit, ah, j'aime beaucoup ce personnage, j'aimerais bien qu'elle ait un autre destin. Mais bon, c'était pas évident avec ce nom, quoi. Voilà. Il y a d'autres questions? Non? Ben, vous nous avez donné envie de le lire parce que je ne l'ai pas lu, moi, hein, mais j'avais lu La part des flammes parce qu'il était sélectionné dans le prix Horizon du second roman. Hein. Absolument. Il avait été sélectionné en Belgique. Oui. Voilà. Ah, ça reste un très très bon souvenir pour moi, ce prix. J'avais absolument adoré aller rencontrer tous les lecteurs belges. Là, c'était formidable.
Oui, 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 La part des flammes, c'est une sacrée. Alors, puisqu'on en a parlé tout à l'heure, Laurence, vous en parliez, c'est vrai que La part des flammes, c'est un livre. J'ai une tendresse particulière pour chacun de mes livres différentes, mais La part des flammes, c'est le livre de ma liberté. En fait, c'est le livre qui m'a sorti d'une impasse dans laquelle je me trouvais dans ma vie. Et donc, à ce moment-là, j'ai écrit ce livre comme pour trouver une solution à cette impasse, tout en me disant que c'était quand même peu probable qu'un livre me sorte d'une impasse. Surtout qu'à l'époque, j'avais publié un seul livre qui avait eu très peu de retentissement. Donc, je me disais, bon, est-ce que c'est vraiment très chimérique de penser qu'un livre, voilà. Mais j'avais la sensation, quand j'écrivais La part des flammes, comme si j'attachais des draps pour m'enfuir de prison. C'est très particulier. Donc j'ai écrit ce livre comme ça. Et à un moment donné de ce livre, je me suis rendu compte que tous les personnages de ce livre étaient très très seuls. Et donc c'était intéressant parce que c'était sans doute le reflet de ma solitude de cette époque. Et donc assez vite, je me suis dit, l'enjeu, c'est que comment je vais faire, je ne sais pas, mais l'enjeu, ça serait que ces gens qui sont seuls arrivent à créer des liens entre eux. Et je ne savais pas du tout comment c'était possible parce qu'il me semblait qu'ils étaient tous cloisonnés par la société de l'époque et puis dans leur vie. Et je ne voyais pas comment on allait faire pour créer du lien. Puis au final, ça s'est fait tout seul, en quelque sorte. Et au final, en effet, ils créent des liens. Et La part des flammes a été suivie d'une très longue traversée du désert parce que mon premier éditeur a refusé ce livre-là. Et donc, moi, j'étais épuisée par l'écriture qui avait été harassante, qui avait duré 4 ans. Donc, j'avais pas le courage de me battre encore, de l'envoyer par la poste à des gens qui allaient peut-être pas le lire, qui allaient me le refuser, etc. Donc, je suis un peu tombée dans une espèce de puits intérieurement à cette époque. Et puis, je travaillais à ce moment-là en librairie. Je travaillais pour faire ce que fait Laurence là ce soir, de la médiation, recevoir certains auteurs parfois, faire des portraits d'auteurs, des choses comme ça, qui est quelque chose que j'adorais faire parce que c'est un peu ma deuxième. Avant d'être écrivain, je suis une lectrice, donc j'aime quantité d'autres auteurs et j'adore parler des livres des autres, des livres que j'ai aimés. Donc ça, c'était chouette. Et puis, on a reçu comme ça, dans le cadre des librairies, Tatiana Dronet, que je connaissais un peu. On était copines, mais on se voyait très peu souvent. Et donc, on a passé, c'est moi qui l'ai reçue, on a passé une très, très bonne soirée. Et moi, ça faisait près de 3 ans que La part des flammes était dans les limbes, n'avait pas d'éditeur. Et puis, quand je l'ai raccompagnée le soir à l'hôtel, je parlais jamais de mon travail d'auteur, il était sous cloche. Et donc, elle m'avait dit sur un bout de trottoir, mais tu n'as pas écrit un livre sur le 19e siècle? Et je lui ai dit, oh là là, oui. Mais non, en fait, je vais pas t'en parler parce que ça me déprime. J'ai pas d'éditeur, j'ai pas envie d'en parler en fait. Et elle m'a dit, oh, mais ça me fait vraiment de la peine parce que j'ai vécu ça pour un de mes romans. Alors, c'était son roman le plus célèbre elle s'appelait Sarah. Je suis sûre que beaucoup d'entre vous l'ont lu. Et ce livre est resté 4 ans sans éditeur aussi. Il était refusé partout. Il avait été refusé par son éditeur précédent. Et donc, elle était, pareil, en déprime, quoi, en dépression à cause de ça. Donc, elle m'a dit, oh, mais je vois très bien ce que tu vis. J'en suis désolée. Et est-ce que tu veux bien me le faire lire? Alors, j'étais là sur ce bout de trottoir. Je lui ai dit, si tu veux, mais je ne voyais pas l'intérêt du truc. En fait, je n'avais même pas envie de le faire lire puisque ce livre était mort-né et n'existait pas. Finalement, j'ai fini par lui envoyer. Je suis partie en vacances. Puis quand je suis revenue, elle m'avait laissé plein de mails dans ma boîte mail en me disant, je commence ce livre, j'adore. Puis après, je suis à la moitié, j'adore ton livre. Puis les derniers mails, elle mettait son numéro de téléphone, elle me dit, appelle-moi, s'il te plaît, appelle-moi. Alors, je l'appelle. C'était un soir, je me souviens. Et elle m'a dit que des choses absolument formidables sur ce roman. Et c'était incroyable d'entendre des choses sur ce roman qui était mort, sans avoir existé. Et puis elle m'a dit, tu sais, j'ai appelé tout de suite mon éditrice, Héloïse Dormesson, et je lui ai dit, si tu publies pas ce livre, je le fais publier ailleurs, mais de toute façon, mais je pense qu'il est pour toi.
Et en fait, pratiquement, le soir même ou le lendemain, j'avais un contrat d'édition parce qu'en fait, Héloïse l'avait lu déjà. Alors, elle m'avait pas proposé de contrat parce qu'elle pensait qu'il allait sortir chez mon premier éditeur. Et elle se demandait pourquoi il ne sortait pas. Donc, dès qu'elle a su qu'il était libre, par Tatiana, elle l'a voulu. C'est incroyable à quoi tient le destin parfois. Quand on est vraiment au bout du rouleau, qu'il y ait une personne comme ça qui arrive à point nommé de manière providentielle, ce qui fait que Tatiana, j'aurais toujours une reconnaissance sans borne pour elle. Parce que je pense que sans elle, je ne sais pas, peut-être qu'il serait resté encore très longtemps. Peut-être qu'un jour, j'aurais eu le courage de le renvoyer à des éditeurs, mais je ne sais même pas, j'avais plus de courage. J'étais un peu à bout de mon courage. Donc, je lui dois ça, qui est vraiment très important. Et puis après, ce livre a eu un succès incroyable. Et ce livre m'a vraiment ouvert. Et pour le coup, il m'a sorti de mon impasse. Vraiment. Ça a marché. C'est quand même dingue quand j'y pense. Donc, puis c'est un livre qui est vraiment qui justement parle de femmes qui sont dans des impasses et qui vont en sortir ensemble. Et moi, je suis sortie de la mienne grâce à ce livre, mais aussi grâce à des femmes. Donc, il y a eu Tatiana Drenet, il y a eu Héloïse d'Ormesson, il y a eu Véronique Cardy, la directrice du livre de poche. Donc, ça a été que des femmes. Et c'est très joli, quoi, parce que c'est exactement l'histoire du livre. Donc, il y avait une adéquation parfaite entre la vie et le livre. Et ça m'a donné l'idée que les déserts ont un sens aussi. Que peut-être il fallait ce désert en tout 7 ans, entre l'écriture et les 3 ans que j'ai attendus, pour que les astres s'alignent pour ce roman. Et voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que La femme révélée, c'est encore une histoire de liberté féminine. Mais cette fois, c'est une liberté féminine qui, me semble-t-il, c'est une femme dont le chemin passe par des hommes. En fait, elle commence avec son papa, et puis elle va avoir son mari, et puis après, elle va rencontrer d'autres hommes. Et puis, au final, au bout du chemin, il y a son fils. Et à chaque homme qu'elle va rencontrer dans sa vie, ça lui explique où elle en est dans sa vie. C'est comme un bilan à chaque fois. Donc, elle change au fil de ses rencontres. Et les hommes qu'elle rencontre sur le bout du chemin sont ses relations les plus équilibrées, finalement, il me semble, les plus belles. Parce qu'elle-même a fait du chemin.